Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Merci de nous rejoindre dans ce 13h. Ce dimanche, c'est le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint descend sur les apôtres. Ils ont été avertis 10 jours plus tôt à l'Ascension lors de leur dernière rencontre avec Jésus. Cette inspiration divine doit leur donner la force de parcourir le monde pour annoncer la bonne nouvelle. La Pentecôte a été célébrée partout en Côte d'Ivoire. Vous le verrez en tout début de journal. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est arrivé hier samedi à Genève, en Suisse, pour prendre part à la 108e session de la Conférence internationale du travail. Ordre du jour de cette session, violence et harcèlement dans le monde du travail et célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Le président américain et son homologue mexicain expriment leur satisfaction après l'accord conclu entre leurs deux pays sur l'immigration clandestine. Vendredi, à l'issue de plusieurs jours de négociations ardues, Washington et Mexico ont arraché l'accord comme souhaité par Donald Trump, qui avait une nouvelle fois agité son arme favorite pour parvenir à ses fins, les droits de douane. Selon les économistes, la Côte d'Ivoire va bien, économiquement s'entend. Un taux de croissance excellent, inflation maîtrisée et cette année, un solde budgétaire en recul d'1 point. Quel est le rôle du secteur privé dans cette performance? Quelle contribution des PME ivoiriennes dans le développement de la Côte d'Ivoire? Pour le savoir, nous avons invité dans le cadre du magazine du dimanche le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, M. Faman Touré. Bonjour, M. Touré. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je vous retrouve tout à l'heure, dans 30 minutes. Merci. À tout à l'heure, Monsieur le Président. Nous sommes le 9 juin et l'on célèbre la Pentecôte ce dimanche. Cette fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après Pâques pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Elle clôt le temps pascal. Patricia Omoetia a suivi la célébration de la Pentecôte dans le district d'Abidjan. La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de Pâques. Ici, à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, la célébration a débuté. Nouvellement consacrée, c'est avec joie que les fidèles célèbrent la Pentecôte. Les Actes des Apôtres situent explicitement le récit où les premiers disciples de Jésus réunis reçoivent l'Esprit Saint, selon le Père célébrant. L'Esprit Saint annonce la venue d'un peuple de prophètes, un statut accordé à tout disciple de Jésus qui peut s'engager dans une mission universelle et assurer la diffusion de l'Évangile. L'heure est venue maintenant pour nous de renaître de nos cendres, c'est-à-dire de vivre désormais de l'esprit du ressuscité. C'est cet esprit qui se manifeste d'abord avec les apôtres qui prient avec Marie au Cénacle et qui expriment cet amour de l'esprit dans diverses langues, nous permet de savoir que le salut est offert désormais à tous les peuples. Ailleurs, dans la commune de Trècheville, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours célèbre également la fête de la Pentecôte. La tradition chrétienne perçoit et présente la Pentecôte comme la réception du don des langues qui permet de porter la promesse du salut universel. Il a dit « Je vais vers mon Père et je vous enverrai le Paraclet ». Donc, en ce jour, nous recevons cette onction de l'Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous inspire et qui nous guide dans notre vie chrétienne. Je crois que c'est l'occasion pour nous de dire merci au Christ ressuscité pour tous les bienfaits qu'il accorde à chacun de nous et à notre société, et en même temps de demander à l'Esprit Saint d'embraser le cœur des Ivoiriens. Dans les traditions chrétiennes, la fête de la Pentecôte est une occasion spécifique de célébrer le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité chrétienne. En cette occasion, les prières des chrétiens invoquent Dieu pour que l'Esprit Saint leur soit accordé. La Pentecôte rappelle le jour où les apôtres réunis dans un lieu appelé Cénacle voient apparaître des langues de feu qui se posent sur eux. Ils reçoivent l'Esprit Saint qui grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de l'amour. À présent, la célébration de la Pentecôte ce dimanche à Boaké, dans le Béquet, avec nos confrères de la station régionale. Fête chrétienne célébrée. Le 7e dimanche après Pâques, la Pentecôte commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est une promesse de Jésus-Christ de Nazareth aux fidèles en allant au Père. L'Esprit promis, l'envoi de l'Esprit promis par le Christ lui-même aux apôtres. Nous pouvons dire aussi que c'est la plénitude de la Pâque, parce que c'est la plénitude de la Pâque. Paroisse Saint-Antoine de Padoue de Boaké-Kédédi. Les fidèles catholiques ont célébré dans la ferveur religieuse la descente de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descend pour raviver nos cœurs, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Nous avons la joie de recevoir une promesse
faite par notre Seigneur Jésus au jour de l'Ascension. Et vraiment, c'est une joie particulière pour nous parce que nous aurons suffisamment de force pour aller où est-ce qu'il veut qu'on aille. Au cours de cette journée de la Pentecôte, les fidèles chrétiens sont invités à faire preuve d'amour et de compassion à l'égard de leurs prochains. Et en cette célébration, en cette période de célébration de la Pentecôte, ils sont des milliers, ces pèlerins qui font le tour d'Israël à la recherche des chemins parcourus par Jésus. Parmi eux, de nombreux Ivoiriens, de Bethléem en Judée au Mont Tabor en Galilée, ils sont sur les traces de Jésus-Christ. Nos envoyés spéciaux Gabriel Zani et Clément Bocco ont suivi pour vous les différents parcours. C'est par cette petite porte que l'on accède à l'intérieur de l'église de la Nativité et au lieu de la mangeoire. Des Asiatiques, Américains et Africains franchissent cette porte chaque jour pour voir le lieu de la naissance de Jésus et la mangeoire. C'est hautement spirituel et cela nous permet de découvrir l'Antiquité, l'histoire de l'église par delà, et c'est un plaisir pour moi de découvrir ce lieu. La naissance de Jésus représente pour moi une grâce particulière parce que pour moi il est venu nous sauver, il est mort pour l'humanité entière. L'église de la Nativité à Bethléem concentre l'attention de la plupart des pèlerins car pour eux tout commence par la naissance et avec elle la mission de Jésus. Une mission qui entre dans sa phase opérationnelle ici, sur le Mont Tabor. À plus de 200 km de Bethléem, quasiment tous les jours, des centaines de chrétiens se rassemblent au pied de ce mont, le lieu de la transfiguration de Jésus, avec l'idée de monter au sommet de la montagne la plus culminante de la région. Il était rentré de plein pied dans son ministère, mais à partir de la transfiguration, la divinité de Christ a commencé à se révéler au monde. Alors il est important pour moi aujourd'hui de venir à ce lieu et vivre la réalité des évangiles. C'est venir pour chercher la transformation profonde pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu. Venir pour que le ministère soit révolutionné. C'est un tournant décisif de la mission de Jésus, comme l'explique ce guide. À la transfiguration, c'est le mont où il a changé. Il a changé de sa mission purement terrestre à la mission spirituelle qu'il fallait accomplir parce qu'il était venu sur terre pour annuler le péché originel et qui devait se faire par le sacrifice. Après Nazareth, Galilée et Bethléem, c'est la ville de Jérusalem qui sera la prochaine étape du parcours de ces pèlerins. Et on change complètement de sujet. Daniel Kablan-Duncan est depuis hier samedi à Genève en provenance de Saint-Pétersbourg en Russie où il a participé à un forum économique international. Le vice-président de la République, vous le voyez là en image, prend part à la 108e session de la Conférence internationale du travail où il sera question entre autres de violence et harcèlement dans le monde du travail et la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Ces images nous sont rapportées par Awa Touré et Ambroise Assémon. Avant de se rendre en Suisse, le vice-président de la République était en Russie, je vous le disais. Sur place à Saint-Pétersbourg, Daniel Kablan-Duncan était invité à une table ronde, une réunion consacrée à la définition des modalités, développement et consolidation du nouveau cadre de coopération que la Russie veut créer avec l'Afrique. On retrouve Awa Touré, notre envoyé spécial RTI. La Russie veut contribuer à la transformation structurelle de l'économie africaine. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a participé à une table ronde pour fixer le cadre de cette coopération. Une rencontre qui se tient dans un contexte de croissance des économies africaines. Une croissance qui, malheureusement, n'est pas encore inclusive. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, il faut agir et vite. L'Afrique se doit donc d'agir vite afin de favoriser le développement d'une épargne intérieure, d'un secteur privé national et international créateur d'emplois et de richesses. Sur ce nouveau vaste marché porteur, connaissez, il y a la ZLECA, la zone de libre-échange de l'Afrique, devrait éclore des champions nationaux, gage de développement plus endogène et de progrès économique et social plus inclusif. Pour ce faire, et selon nous, les principaux défis à relever par l'Afrique sont les suivants. Le premier, ce rapport aux réformes structurelles et sectorielles profondes, condition indispensable pour créer un environnement favorable aux investissements privés, nationaux et étrangers et assurer une croissance forte et durable.
Deuxièmement, l'accélération du capital humain et du bien-être de chacun, car nous savons tous, il n'est de richesse que d'hommes. Le troisième défi concerne l'accélération de la transformation structurelle des économies africaines par une industrialisation et une diversification plus poussée. Pour notre part, ce sont les réponses pertinentes à ces défis qui doivent constituer l'architecture du prochain cadre de coopération entre la Russie et les États africains. La Fédération de Russie et l'Afrique disposent ainsi d'un vaste champ de coopération à explorer, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'électrification et de l'agriculture. Le sommet prévu pour se tenir en octobre devrait jeter les bases de cette coopération. Amadou Soumaoro, lui aussi, est en mission hors du pays. Le président de l'Assemblée nationale est au Sénégal dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Hier, il a été reçu par le président sénégalais Macky Sall, à qui il a transmis le message de fraternité de son homologue, le président Alassane Ouattara. Le témoignage de Moussa Konaté et Adama Kéré, nos envoyés spéciaux à Dakar. Les portes du palais présidentiel du Sénégal à Dakar s'ouvrent pour Amadou Soumaoro. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est reçu par son Excellence Macky Sall, le chef de l'État sénégalais. Le patron de l'hémicycle ivoirien est porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à son homologue du Sénégal. Le chef de l'État ivoirien m'a chargé de transmettre au président Macky Sall sa fraternité sincère. Il ne pourra en être autrement que lorsque nous sommes à Dakar, qu'on vienne témoigner non seulement la fraternité du président Alassane Ouattara à son frère, le président Macky Sall, mais aussi l'amitié entre les Ivoiriens et le peuple sénégalais. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent de bonnes relations bilatérales. Les deux pays continuent de renforcer leurs liens d'amitié et de coopération. Et pendant ce temps, les professionnels de la santé du nouveau-né et de l'enfant étaient réunis à Grand-Bassam, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Une réunion pour un partage d'expériences au bénéfice des enfants. Ce sont les 17e journées ivoiriennes de la pédiatrie qui se sont déroulées les 7 et 8 juin autour du thème « Infection de l'enfant et qualité de soins ». Les travaux, les projets, les résultats de recherche dans les différents domaines de la santé de l'enfant ont été présentés et les réflexions menées. Et la salubrité est aussi gage de bonne santé. L'opération Grand Ménage qui vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire se poursuit. C'est à Diaké qui a accueilli la célébration de ce mois de juin. Dans cette commune de la région du Sud Comoé, des actions de salubrité ont été menées par les populations. Anne Désiré Ouloto était elle-même sur le terrain. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a sensibilisé les populations sur les gestes éco-citoyens. Grace Kando, reportage. Adiaké, ville propre, Adiaké, ville émergente, un slogan que population et autorités locales veulent intégrer dans leurs habitudes à travers des gestes de propreté et des actions de salubrité. Maintenant, nous allons nous organiser, choisir un jour de la semaine par mois et chaque quartier va se lever en même temps à une certaine heure pour balayer, réguler les différents caniveaux, assainir nos lieux d'habitation. Les femmes qui vendent déjà au marché, les encourager à balayer, à ramasser à chaque fois qu'elles finissent de vendre, afin que le marché reste toujours propre. Ce que nous allons faire est simple, c'est nous engager avec le balai, avec la pelle, aux côtés de nos fidèles, pour rendre notre cadre propre et sain. Balayer, nettoyer, et veiller nous-mêmes, encourager nos fidèles à le faire. Des initiatives que le député maire d'Adiaké entend soutenir. Il va y avoir des reportings avec des points précis à traiter et des résultats à produire. Ça permettra effectivement de sensibiliser les populations. Et il n'y a que les populations qui peuvent mettre en œuvre l'opération et comprendre que la saleté, ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de pauvres et de riches, c'est un état d'esprit. Tenanciers de maquis, commerçants installés à proximité des caniveaux, tous ont été exhortés à la promotion d'un environnement sain. Adiaké veut en son sein des Ivoiriens nouveaux, des Ivoiriens qui savent prendre soin de leur cadre de vie, des Ivoiriens qui ne jettent rien à terre, des Ivoiriens qui vivent à côté des caniveaux secs, des caniveaux propres. Nous sommes venus à l'initiative de la mairie d'Adiaké apporter notre contribution
à cette ambition du maire d'Adiaké qui s'inscrit dans les pas du président de la République pour faire en sorte que Adiaké, à l'image d'Abidjan, à l'image de la Côte d'Ivoire, soit donc également une commune propre, une ville propre avec des populations en bonne santé. Pour maintenir le cap de la propreté à Adiaké, un comité communal et départemental de la salubrité a été installé. Le grand ménage spécial à Adiaké coïncide avec l'ouverture officielle de LF Festival pour développer l'activité touristique de la région. La quinzaine de l'environnement court depuis le 5 juin dernier et ce jusqu'au 17 juin 2019. Hier, l'on a célébré la Journée mondiale de l'océan, une démarche lancée en 1992 à l'issue du sommet de Rio qui vise à faire du 8 juin de chaque année une occasion de sensibiliser le grand public à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a célébré la journée sous le thème « Genre et océan » pour inviter les populations à nettoyer les plages. Issa Yeo, de retour de Grand Bassam. Azureti, Grand Bassam, ce samedi, jour de la célébration de la Journée mondiale des océans. Les populations sont à la tâche pour nettoyer la plage. Une initiative encouragée par les responsables du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'état de nos océans est tel que nous ne pouvons nous accorder aucun répit. Pollution en tout genre. Et j'en profite pour mettre les jeunes d'Azureti en mission, afin que la prochaine fois, quand nous viendrons ici, on ne voit pas les restes de sargasses. Donc je vous exhorte, jeunes d'Azureti, à vous munir de balais, de pelles, de râteaux, afin de rendre ce site-là un peu plus agréable pour vous-même et les touristes aussi qui viendront visiter votre village. Cette année, les femmes occupent une place de choix dans la célébration de cette journée à travers le thème « Genre et océan ». Occasion pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable de les sensibiliser sur les dangers à fumer le poisson sur du charbon. Une équipe de chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody a trouvé que 50% des femmes sont atteintes de maladies respiratoires et 10% ont perdu leur empreinte digitale à force de tourner manuellement le poisson au four. 17% de femmes souffrent de la fièvre typhoïde ou de tension artérielle. Ces résultats ont été obtenus après une année d'analyse des données collectées sur les sites de fumage de poissons à Abobo-Doumé, Grand Laou, Gestabo et auprès des femmes fumeuses et non fumeuses des communautés de pêche. Les femmes, particulièrement celles de notre pays, et plus spécifiquement nos mamans et nos sœurs d'Azureti, à Grand Bassam, par leur impact certain sur l'alimentation des grands publics, peuvent jouer un rôle important aussi bien dans la préservation des ressources de l'océan que dans l'orientation des comportements vers une consommation durable des produits de la mer. Elles méritent donc qu'une attention particulière leur soit accordée à l'effet de garantir les moyens de subsistance, tant pour nos populations d'aujourd'hui que pour les générations à venir. Cette célébration de la Journée mondiale des océans a permis aux autorités de visiter les mareyeuses sur leur lieu de travail. Atekoubé a désormais son centre social pour le bien-être des populations. Il a été inauguré cette semaine à Abobo-Doumé par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Pascal Kwaku Abinan. C'était en présence du maire de la commune, Paulin Danhaut, et de nos reporters Pierre Dipomelin et Eugène Atoubé. Un centre social composé de 8 bureaux, une salle de réunion, un hall pour la pesée et la vaccination. Le tout bâti sur 800 mètres carrés au profit des populations d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. L'inauguration de cet ouvrage a été faite en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Pascal Kwaku Abinan et du ministre des Sports Danhaut Paulin Claude, maire de la commune d'Atekoubé. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Ces structures de protection sociale jouent un rôle de premier plan dans la sensibilisation pour le changement de comportement des populations. C'est cette volonté de matérialiser la vision du chef de l'État
en matière de renforcement de l'action sociale, qui est à l'origine du programme social du gouvernement PS-Gouv. Nous avons beaucoup de souffrances au niveau des familles et des repères des jeunes. Nous avons donc besoin d'un centre pour encadrer la jeune fille et donner de l'espérance. Faire en sorte que les chefs de village, de communautés, les associations de femmes et de jeunes puissent venir ici partager leur solidarité, leurs espoirs, mais aussi toutes leurs inquiétudes. Le centre social attendu par la population offre de nombreux services, notamment des prises en charge mère-enfant ainsi que des personnes défavorisées. Les populations au centre social ne payent rien, ils viennent, ils exposent leurs problèmes. On essaie de voir ce qu'on peut faire. Quand ça dépasse notre compétence, on les oriente vers les structures qui sont adaptées. Le programme social du gouvernement prévoit la réhabilitation et l'équipement des 98 centres sociaux que compte le pays afin d'apporter de meilleures prises en charge aux populations vulnérables. Pour entretenir celui d'Abobo-Doumé, du matériel de salubrité a été offert aux différents chefs de village. 6 Italiens, 1 Français et 3 Ivoiriens viennent d'être arrêtés à Abidjan et à Tabou, près de la frontière libérienne. C'était un réseau international de trafiquants de cocaïne. Le coup de filet intervient au terme de 9 mois d'enquête menée par les polices françaises, ivoiriennes et italiennes qui saluent l'efficacité de leur coopération. On en sait plus avec Abou Sanogo. Pendant 9 mois, nous avons mené toutes les investigations nécessaires. Un présumé réseau international de trafiquants de drogue démantelé à Abidjan. Les faits remontent au mois de septembre 2018 à Santos au Brésil, où un chien renifleur détectait la présence de drogue dans 3 catépillas, compacteurs destinés à l'exportation vers la Côte d'Ivoire. La douane brésilienne, à l'aide de puissants chalumeaux, ouvre le rouleau et y découvre 1 tonne 195 kg de cocaïne emballée dans plusieurs paquets. Aussitôt, par le biais de la coopération internationale, l'UCT, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, est saisie par le Brésil et par un officier de liaison basé à Accra, au Ghana. Le 6 juin 2019, une vaste opération est alors déclenchée. Elle permet d'interpeller 10 suspects en lien avec ce trafic et de saisir 8 armes dont un pistolet d'assaut, des dizaines de montres de valeur, des véhicules de luxe, des billets de banque en francs CFA et plusieurs autres numéraires. Cette opération a bénéficié de l'appui des structures de lutte antidrogue de 5 pays de l'arc du Golfe de Guinée. La coopération internationale peut conduire à des résultats très importants. Et je souhaite que pour le futur, on continue. Je remercie vraiment l'UCT et les autorités ivoiriennes parce que moi, je peux vous dire qu'à aucun moment, on nous a mis les bâtons dans la roue et bien au contraire, on nous a dit allez à fond et jusqu'au bout. L'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, qui a pris la pleine mesure du danger que représente la drogue, affiche sa volonté d'y mettre fin. Plusieurs unités ivoiriennes ont participé à cette opération. La Côte d'Ivoire dans la sécurité, une destination touristique de premier choix. Voilà le vœu cher à l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement veut faire de cette industrie le 5e pilier de son économie et la principale destination touristique de la zone UEMOA. Et il met tout en œuvre pour y parvenir. Quelle est sa stratégie? Élément de réponse avec Francis Boifond. En 2016, le secteur touristique mondial a enregistré 1,2 milliard de touristes avec 5% de visiteurs en Afrique. Très faible taux selon le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs. Siandou Fofana pense que le continent peut relever les défis à condition de valoriser son potentiel touristique. Le reste du monde viendra ici pour chercher à voir notre culture, nos traditions. Il est important que nous fassions la synergie de nos cultures pour présenter ça au reste du monde afin d'attirer l'attention de tous ces acteurs. Pour expliquer la nouvelle stratégie de développement de l'industrie touristique ivoirienne, le ministre Siandou Fofana a sollicité cette rencontre avec le représentant résident de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en Côte d'Ivoire. C'est un projet qui va faire de la Côte d'Ivoire la locomotive du développement touristique dans notre sous-région et qui va permettre à notre sous-région de tirer aussi avantage de l'expansion de l'industrie touristique dans le monde. Je peux rassurer Monsieur le ministre que la Commission de l'UEMOA a des mécanismes pour accompagner de tels projets intégrateurs. Une rencontre est prévue à Ouagadougou avec le commissaire de l'UEMOA afin d'approfondir la collaboration
entre l'institution communautaire et la Côte d'Ivoire dans la réalisation de ces projets touristiques. Ernesto Djedje, le Nuantré national, était chanteur, poète, fabuliste, danseur, arrangeur et guitariste. Il aurait eu 72 ans aujourd'hui si la grande faucheuse ne l'avait pas emporté il y a de cela 36 ans. C'était le 9 juin 1983 à Yamoussoukro que le roi du Ziglibiti quittait la terre des hommes avec ses déhanchés atypiques et sa gestuelle jusque-là inimitable. Il a donné un coup d'accélérateur à la musique traditionnelle moderne en Côte d'Ivoire avant de déposer définitivement le micro le 9 juin 1983. Ernesto Djedje, le Nuantré national, a donné aux Ziglibiti, rythme tiré de la culture bété, toutes ses lettres de noblesse, ce qui lui a valu d'être appelé le roi du Ziglibiti. Il a réussi à l'imposer en Côte d'Ivoire avant de le faire connaître au-delà des frontières ivoiriennes. 36 ans après sa disparition, Ernesto Djedje reste encore une icône dans les mémoires des mélomanes. Le Ziglibiti continue d'être apprécié des Ivoiriens, chanteurs, poètes, fabulistes, danseurs, arrangeurs et un guitariste. Ernesto Djedje a laissé à la postérité des titres bien enlevés comme Ziboté, Aguissé et bien d'autres. Toutefois, aujourd'hui, le Ziglibiti est dans l'impasse par manque d'un véritable héritier. Un récit de Issa Chononyeo. Adieu l'artiste, adieu l'épervier. Les présidents américains et mexicains se sont félicités de l'accord trouvé entre leurs deux pays. Arraché au terme de 3 jours d'intenses négociations, il permet d'éviter au Mexique donc l'imposition de nouvelles taxes douanières en s'engageant à surveiller sa frontière pour limiter le flux d'immigrants clandestins. Une méthode de négociation au forceps dénoncée par l'opposition. On y va maintenant au magazine du dimanche. Notre invité, c'est M. Faman Touré, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Et le sujet, c'est la contribution du secteur privé dans le développement de la Côte d'Ivoire. M. Touré, je vous invite à suivre tout d'abord cet élément vidéo. Selon la Banque mondiale, la croissance économique ivoirienne s'est établie à 7,4% en 2018. Un taux encore robuste à l'image des années passées malgré la conjoncture internationale pas très favorable. Cette croissance est tirée par le secteur primaire à hauteur de 5,3%. Secteur qui comprend l'agriculture et la pêche. De son côté, le secteur secondaire composé des activités de transformation de produits agricoles, de raffinage pétrolier et des mines enregistre une embellie de 7,3%. Quant aux activités tertiaires, dominées par les services financiers, le transport et le tourisme, le niveau d'augmentation a été de 5,8%. Conclusion, le secteur privé est de plus en plus actif et les perspectives de court et moyen terme sont encourageantes. Cet optimisme s'observe surtout dans le plan national de développement PND 2016-2020. Plan bâti autour d'un investissement global de 30 000 milliards de francs CFA. Ce dispositif d'investissement en cours d'exécution concède plus de 62% au secteur privé. Pourtant, les opérateurs économiques ivoiriens font face à des difficultés. Au-delà de l'indisponibilité de la main-d'œuvre qualifiée du fait de l'inadéquation du système de formation-emploi, les problèmes du secteur privé tournent autour des questions de fiscalité, d'infrastructures économiques et de coûts des facteurs de production. Le gouvernement, en synergie avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a engagé une série de réformes qui devraient permettre à l'ensemble du secteur privé de s'assurer une bien meilleure compétitivité. Bienvenue, M. Touré, sur le plateau du 13h. Tout de suite, je vais vous demander quelle est la situation économique de la Côte d'Ivoire. Merci. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite remercier
le directeur général de la RTI et toute son équipe, et aussi pour ce qui concerne en tout cas l'économie ivoirienne, rendre hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour sa clairvoyance, pour son leadership, pour avoir permis justement de donner une embellie à notre économie. Et cette embellie, justement, nous a montré des indicateurs tant au niveau de la croissance. Depuis 2012, le taux de croissance varie entre 7 et 9%. Et aussi, l'inflation est maîtrisée et nous avons en tout cas de très bons résultats sur le plan macroéconomique dans un certain nombre de domaines. Et ainsi, aujourd'hui, nous sommes classés parmi les 10 pays les plus grands réformateurs du monde, et aussi dans le classement Doing Business, nous sommes en tout cas chaque année en amélioration par rapport à notre position. Donc tout va bien. Tout ne va certainement pas bien, mais le maximum est fait pour que nous puissions effectivement avoir une économie qui attire le maximum d'opérateurs économiques et qui rassure effectivement les investisseurs ivoiriens. Et c'est quoi le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie dont vous êtes le président? La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est une institution publique mise en place par la loi, par l'État de Côte d'Ivoire. Et elle a diverses missions. La mission première, c'est de servir de courroie de transmission entre l'État et le secteur privé. Ensuite, la Chambre de commerce appuie les entreprises, puisque c'est pour elles, la Chambre de commerce a été mise en place. Donc, accompagne les entreprises, facilite le renforcement de capacités, appuie toutes les actions, tant au plan national qu'au plan international. Et qu'est-ce que vous y faites concrètement pour la promotion des PME? Mais pour la promotion des PME, nous contribuons à la formation. Aussi, nous donnons les outils de gouvernance à nos PME. Vous savez, nous avons une école, la Chambre de commerce, nous faisons des formations et bientôt, nous aurons un centre de formation à Boaké où nous allons pouvoir justement renforcer davantage dans le cadre de la formation continue et des ateliers divers sectoriels, permettre aux PME justement d'avoir une bonne prestation par rapport à leurs activités. Et comment le secteur privé joue sa partition face aux attentes de l'État? Et c'est quoi d'ailleurs sa partition? Le secteur privé doit effectivement d'abord participer à toutes les actions qui concourent à l'amélioration des conditions d'exercice du secteur privé. Et le secteur privé a participé à tous les niveaux à la mise en place de différents plans, aux réformes fiscales, et aussi le secteur privé dans son ensemble sert de courroie de transmission entre l'État et le secteur privé, puisque le secteur privé te donne la possibilité justement de communiquer à ses membres tout ce que le gouvernement a comme proposition pour pouvoir améliorer leurs conditions de travail, leurs activités, et aussi permet justement au gouvernement de faire passer différents messages dans l'intérêt de l'économie ivoirienne. Et c'est quoi? En quoi un secteur ivoirien, un secteur privé ivoirien fort pourrait impacter positivement le processus d'intégration économique sous-régionale? Je sais que le processus est prôné par les différents pays de l'UEMOA et la CEDEAO. Oui, le secteur privé s'est organisé au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, j'allais dire au niveau continental, à travers différentes organisations. Et le secteur privé se bat aujourd'hui pour améliorer, surtout pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, pour améliorer sa compétitivité et pour faciliter les échanges et accompagner les entreprises, participer à différentes rencontres où nos opérateurs économiques peuvent y trouver leur place. Je suppose donc que la Chambre de commerce et d'industrie bénéficie du soutien, de l'accompagnement des institutions régionales. Oui, au niveau de l'UEMOA, vous savez qu'il a été mis en place l'observatoire pour la mauvaise pratique. Justement, ça a été financé par l'UEMOA. Et au niveau de la CEDEAO, il y a le transit inter-État qu'on appelle TRIE, qui a été soutenu par la CEDEAO, où toutes les chambres de commerce de notre sous-région se sont mis en place pour pouvoir gérer
cette activité. Et aussi, nous avons bénéficié, au niveau du PNUD, nous avons bénéficié justement d'initiatives où nous avons pu installer des jeunes entrepreneurs. Et aussi, ce qui a été salué depuis quelques années aussi, c'est la contribution, après les efforts de l'État, la contribution de la Banque mondiale à la mise en place de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire qui est logée à la Chambre de commerce et d'industrie. Et quel peut être l'intérêt de telles actions pour les opérateurs locaux et étrangers, bien sûr? Oui, une Cour d'arbitrage, c'est justement pour améliorer le climat des affaires. Bien sûr. Et donc faciliter les arbitrages et les médiations entre les entreprises en conflit et aussi permettre justement dans le cadre de l'Observatoire pour les mauvaises pratiques, permettre que au cours des activités, au cours de leur mouvement, qu'on puisse effectivement avoir de bonnes pratiques, sachant qu'on est surveillé. Si on doit l'évaluer, vous diriez quoi? Aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Vous savez, à l'époque, il y avait les problèmes de raquettes, il y avait les problèmes d'agents indélicats, mais il y a beaucoup d'attention et d'autres efforts sont faits, d'ailleurs au niveau du secteur privé, pour pouvoir accompagner ces bonnes actions au plan sous-régional. Et le transit inter-État aussi a permis de réduire les fraudes, puisque les gens faisaient des déversements de marchandises entre différents États. Monsieur le Président, on remarque que les opérateurs internationaux s'intéressent de plus en plus à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique cet engouement pour la destination Côte d'Ivoire, à votre avis? Mais les raisons sont simples, puisque la Côte d'Ivoire aujourd'hui présente en tout cas un bon climat pour les affaires. Et tous les indicateurs que j'ai rappelés tout à l'heure, justement, attirent les investisseurs. Et aussi, il ne faut pas oublier l'action du chef de l'État lui-même et du gouvernement qui prône l'éco-diplomatie, c'est-à-dire permettre aux membres du gouvernement, aux ambassadeurs, au chef de l'État lui-même d'aller expliquer ce que la Côte d'Ivoire représente aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons et quelles sont les conditions naturelles de réussite des affaires. Et donc, ça fait que les opérateurs étrangers vraiment sont enclins à venir en Côte d'Ivoire où ils ont des éléments palpables pour pouvoir être amenés à investir dans notre pays. Ce ne serait peut-être pas aussi grâce à vos contacts, vos rapports personnels avec l'extérieur, parce que, je le rappelle, vous êtes vice-président de la Chambre consulaire de l'UEMOA, vous êtes vice-président de la Chambre de commerce de la CEDEAO, PCA de la Maison d'Afrique à Paris également, Monsieur le Président. Oui, justement, toutes ces institutions ont été encouragées par nos autorités, parce qu'au sein de l'UEMOA, il y a une chambre consulaire. Au sein de la CEDEAO, il y a la Fédération des chambres de commerce et à travers donc nos différentes rencontres, nous essayons justement de prôner le libre échange et aussi les bons partenariats, les bonnes pratiques et permettre aux entreprises justement de tisser des liens solides pour pouvoir développer leurs affaires. Et la Maison d'Afrique aussi est un organe qui a été mis en place à l'époque par nos autorités, que sont le président Félix Houphouët-Boigny, le président Pompidou et le président Senghor, qui justement ont eu une vision aujourd'hui qui a été suivie par ses héritiers. Et aujourd'hui, à travers la Maison d'Afrique, nous essayons justement de prôner cette idée de coopération, cette idée de partenariat, cette idée d'échange, cette idée de faire de telle sorte que justement nos États puissent échanger au plan culturel, au plan industriel, etc., etc. Et cette maison est là pour tous les États, surtout les États membres. Et dans le secteur privé ivoirien, dites-nous, Monsieur le Président, c'est quoi le domaine pourvoyeur d'emploi ici en Côte d'Ivoire, pourvoyeur d'emploi, pourvoyeur de chiffres, et dans quel autre domaine il y a encore des efforts à faire? L'État de Côte d'Ivoire a permis au secteur privé, et il faut le dire, de se rassembler. Aujourd'hui, il y a justement une bonne ambiance, j'allais dire même une complicité entre les différents acteurs du secteur privé. Le patronat ivoirien et les chambres consulaires, en tout cas, c'est en bonne intelligence, essaient de collaborer pour que tous les aspects de notre développement soient pris en compte. Donc, beaucoup de secteurs aujourd'hui sont à la disposition, mais je citerai particulièrement l'agro-industrie, puisque le gouvernement ivoirien
prône l'industrialisation, hein, et on doit arriver à un certain niveau d'industrialisation. Donc c'est un secteur qui est prioritaire. Et aussi nous avons le bâtiment, vous savez, le déficit par rapport à l'immobilier, les besoins sont énormes. Donc il y a des possibilités justement de travail, de création d'emplois, de création de richesses. Il y a l'hôtellerie et la restauration. Vous savez, un pays qui intéresse a besoin justement de loger ses visiteurs, ses touristes. Et donc, il y a un besoin à ce niveau. Et donc, les services sont multiples. Il y a les services que nous connaissons par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport au transport. Et donc, il y a en tout cas des potentialités. Et tout ça, il faut dire, c'est le climat créé par le gouvernement et le chef de l'État. Et justement, vous avez parlé de transport. On ne peut pas ne pas évoquer la MATCA, la mutuelle des taxis compteurs d'Abidjan, dont vous êtes le PCA, une mutuelle dont vous êtes le PCA depuis 2013. Et grâce à vous, on va dire, hein, les chiffres ont connu un bond formidable de 2 milliards à peu près en 2013. Vous êtes aujourd'hui à 7 milliards de francs CFA, un secteur qui était agité à l'époque. Merci. Et avant de parler de la MATCA, je dirais que le chef de l'État, avec son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l'ensemble du gouvernement, ont créé les conditions au niveau du transport pour que justement le secteur soit assaini. Et là, des textes réglementaires ont été pris et ensuite des structures ont été mises en place, comme par exemple le Haut Conseil des transports, où tous les syndicats qui étaient dispersés et qui ne menaient pas de tranquillité, qui menaient des bagarres, ont pu se mettre ensemble et aujourd'hui d'une voix posent leurs problèmes à l'autorité. Et c'est dans ce climat que nous aussi, nous avons pu effectivement, à la tête de la MATCA, obtenir de très bons résultats. Et la MATCA aujourd'hui, en tout cas, a triplé son chiffre d'affaires depuis mon arrivée en 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et la MATCA, aujourd'hui, est certifiée. Et ISO 9001. ISO 9001. Et donc, la MATCA, aujourd'hui, donne envie. Et nous payons nos taxes régulièrement à l'État parce que cela n'était pas, en tout cas, de mise à l'époque. C'est quoi le rapport? C'est quoi la qualité de vos rapports avec le gouvernement, le partenariat public-privé? Je l'ai indiqué tout à l'heure, le partenariat privé et public, justement, est à son beau fixe, parce que quelles que soient les difficultés qui sont rencontrées, quels que soient les problèmes qui sont posés, nous sommes écoutés. Et ce dialogue secteur privé, secteur public se passe très bien. Et le secteur privé, dans son entièreté, se met ensemble pour réfléchir à différents problèmes, tant concernant les entreprises que concernant l'État. Parce que si nous voyons que des solutions proposées par l'État posent problème au secteur privé, j'allais dire aux acteurs économiques dans leur entièreté, eh bien nous réfléchissons, nous faisons des propositions et nous sommes écoutés. Il n'y a qu'à se souvenir de ce qui s'est passé en 2018 où justement par rapport à l'annexe fiscale, il y avait une incompréhension et le chef de l'État lui-même a demandé au gouvernement de revoir, et ce qui est rare, de revoir justement les décisions prises de telle sorte que le secteur privé, en tout cas, puisse avoir satisfaction. Et le gouvernement, dans son ensemble, s'est mis à notre disposition et nous avons discuté par rapport à tous les secteurs et nous avons obtenu gain de cause. Nous ne nous comportons pas en syndicat, nous nous comportons justement en institution qui accompagne l'État de Côte d'Ivoire. D'accord, on va bientôt terminer cet entretien, Monsieur le Président, mais non, sans vous demander de dire un mot sur le forum Africalia. Africalia, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ce forum peut apporter véritablement aux entreprises ivoiriennes? Africalia, c'est une rencontre internationale qui a maintenant 10 ans et la Côte d'Ivoire, à partir de l'embellie de son économie, en tout cas attire tout le monde. C'est ainsi qu'à l'issue justement du TAC, c'est-à-dire le traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire, nous avons signé une convention où il nous a été donné d'organiser Africalia, où nous avons prévu des rencontres multisectorielles et 20 pays participent à cette rencontre avec 600 participants et 6000 B2B. Et à travers donc ce forum, justement, l'intégration va aller de l'avant puisqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Burkina, mais c'est ouvert, j'allais dire, au monde entier et nous avons en tout cas la pleine adhésion de tous nos pays de l'UEMOA et de la CEDEAO et ce serait
en tout cas une grande rencontre et nous souhaitons que le maximum justement d'opérateurs économiques viennent pour avoir de l'expérience, pour échanger et pour voir les bonnes pratiques. Et cette 6e édition aura lieu du 12 au 14 juin prochain. Oui. Ici même à Abidjan. Il faut aussi saluer la zone de libre-État continentale qui est entrée en vigueur, Monsieur le Président, il y a seulement 10 jours. Et la ZLECA qui a été signée depuis mars 2018 est une volonté, en tout cas de nos chefs d'État au niveau continental. Et le président de la République s'est particulièrement impliqué, il était parmi les premiers signataires. Et la ZLECA, justement, va permettre de faciliter les échanges, tant au plan de la libre circulation des personnes que des biens, que au niveau justement des échanges, puisque c'est une population d'environ 1,2 milliard de personnes, et donc qui va pouvoir justement recevoir des opérateurs économiques de tous ces pays-là et qui vont supprimer les tarifs au niveau continental et permettre justement que les échanges se fassent dans de très bonnes conditions. C'est donc une aubaine pour nos entreprises, Monsieur le Président. Il n'y a pas de revers de la médaille, personne ne se sentira lésé. Oui, c'est ce qu'on va constater au début, puisqu'il y a des pays qui traînent encore les pieds, mais je pense que c'est un gain. Il est dit aujourd'hui que l'Afrique, c'est l'avenir, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, tout le monde court vers l'Afrique. Si nous arrivons à nous organiser, à nous mettre ensemble et à ouvrir nos frontières, et je pense que les problèmes de tarifs, de barrières tarifaires et non tarifaires vont se régler et permettre justement que nous-mêmes, notre solidarité s'exprime et que nous puissions effectivement renforcer nos économies et permettre la compétitivité. Pour aller sur ce terrain, il faut que nous soyons prêts. Et pour être prêts, il faut que nous utilisions des manières au niveau de nos États et que nos entreprises soient fortes et que nous ayons des champions qui affrontent des champions dans les autres pays. Merci. Monsieur Touré, Monsieur Famon Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes venu nous parler du secteur privé, de ses performances et surtout de sa contribution dans le développement de la Côte d'Ivoire. Merci encore d'être venu et nos portes vous sont ouvertes. Est-ce que je peux dire un dernier mot? D'accord, allez-y, juste 30 secondes. Permettez que pour que nous soyons dans cette bonne ambiance où l'État a mis tous les fondamentaux en place, tant au plan des infrastructures et autres, pour que nous puissions avoir un bon climat d'affaires, pour que nous puissions avoir une économie forte avec de très bons taux de croissance, il faut saluer nos autorités. Il faut saluer le Premier ministre et son gouvernement, et nous, notre ministre de tutelle, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le saluer et indiquer que la Chambre de commerce et d'industrie, qui fait partie de l'ensemble du secteur privé, justement a pour mission de conduire les rapports entre les opérateurs et l'État et aussi de développer les activités du secteur privé et de renforcer leurs capacités. Et nous sommes mis en place par la loi et nous sommes là pour le secteur privé et pour les PME. Merci. Monsieur Famon Touré, merci beaucoup. Voilà qui marque la fin donc de cet entretien. C'est également la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs. Merci à la régie, à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à préparer ce journal. Le prochain, c'est à 20h avec Marie-Laure Ngora.